Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un autre problème omniprésent en informatique, le tri d'une liste de nombres. Notez que nous avons déjà rencontré un algorithme permettant de trier une liste de nombres dans une vidéo précédente. Il s'agissait du tri par insertion. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la récursivité pour accélérer la procédure de tri. Mais avant ça, il vaut la peine de mentionner qu'il existe de très nombreuses méthodes de tri en informatique. Comme déjà mentionné, le tri par insertion en est une, mais il y a aussi le tri à bulles, le tri à cocktail, le tri à peigne, le tri pair-impair, le tri par sélection, le tri par tas, le tri rapide, le tri stupide, et j'en passe. Aujourd'hui, nous allons voir un tri récursif, le tri par fusion, qui permet une résolution plus rapide du problème que le tri par insertion. Et pour dire vrai, qui est aussi une des méthodes parmi les plus rapides pour trier de grandes listes. Quelle est l'idée essentielle du tri par fusion? Celui-ci repose sur un principe similaire à celui de la recherche par dichotomie. Il se base sur l'observation suivante. Il est plus complexe de trier une liste de taille n que de trier séparément deux sous-listes de taille n sur 2 chacune. Pour bien voir ceci, imaginez que vous deviez trier un jeu de cartes composé de cartes de pique et de trèfle mélangées. Vous serez d'accord que trier le jeu entier est plus complexe que de trier les piques d'un côté et les trèfles de l'autre. Le principe du tri par fusion consiste donc, pour trier une liste, à diviser d'abord celle-ci en deux parties approximativement égales, puis à trier séparément chacune d'entre elles, et enfin à les fusionner, d'où le nom de l'algorithme. Le principe de la récursivité entre en jeu ici, car pour trier chacune des sous-listes, on applique le même algorithme, divisant donc à nouveau chaque sous-liste en deux sous-listes approximativement égales, et ainsi de suite, jusqu'à tomber sur des listes de taille 1 qui sont, par définition, déjà triées. Voyons maintenant comment écrire cet algorithme de manière plus formelle. Le but est donc toujours de trier dans l'ordre croissant une liste de nombres. L'algorithme reçoit en entrée une liste L quelconque de nombres entiers, de taille n, tandis que sa sortie est une liste L', qui est une version triée de la liste L. Voici donc les instructions qui composent l'algorithme. La condition de terminaison, tout d'abord. Si la liste L en entrée est de taille 1, alors la sortie est simplement égale à cette liste L. Ensuite, l'algorithme définit M comme étant la partie entière inférieure de la moitié de la taille n, de la même façon que dans l'algorithme de recherche par dichotomie. Puis l'algorithme s'exécute lui-même deux fois, une fois sur la partie inférieure de la liste, une fois sur la partie supérieure de la liste. Ce sont les appels à des instances plus simples du problème. De ces appels résultent deux listes L1 et L2, chacune ordonnée. Finalement, l'algorithme fait appel à un autre algorithme appelé fusion, pour rassembler les listes L1 et L2 en une nouvelle liste L' ordonnée, qui constitue finalement la sortie de l'algorithme. C'est le processus de recombinaison. Pour l'instant, pensez simplement à cet algorithme de fusion comme une boîte noire qui fait bien ce qu'on veut. Nous donnerons une description précise de cet algorithme à la fin de la vidéo. Voyons maintenant le schéma d'exécution de l'algorithme de tri par fusion sur un exemple simple avec en entrée la liste L qui vaut 9, 3, 5, 4, donc de taille n égale 4. Lorsque n égale 4, justement, la condition de terminaison n'est pas satisfaite, et l'algorithme calcule m égale n sur 2, qui vaut ici 2. Puis, l'algorithme se relance sur les deux sous-listes L1, qui vaut 9, 3, et L2, qui vaut 5, 4, chacune de taille 2. Notez que par commodité, on représente ici ces deux exécutions de manière parallèle, mais celles-ci s'effectuent l'une après l'autre en réalité. Dans les deux cas, la condition de terminaison n'est pas atteinte. Donc l'algorithme calcule une nouvelle valeur de m qui vaut cette fois 1.
Au stade suivant, on a donc 4 sous-listes de taille 1 chacune. Pour chacune de ces 4 sous-listes, la condition de terminaison est atteinte. Et donc, la sortie de l'algorithme est à chaque fois une liste L' identique à la liste d'origine. Une fois ces listes de taille 1 triées, entre guillemets, l'algorithme va maintenant fusionner graduellement celles-ci. D'abord 2 par 2, puis en fusionnant les listes de taille 2 en une seule liste de taille 4. Si l'algorithme de fusion est bien écrit, la liste L' résultante sera bien une version ordonnée de la liste d'origine. Quelle est la complexité temporelle d'un tel algorithme? Pour cela, il faut tout d'abord compter le nombre de niveaux dont a besoin l'algorithme pour s'exécuter. Comme pour l'algorithme de recherche dichotomique, le nombre de niveaux est approximativement égal au nombre de fois qu'il faut diviser n par 2 pour arriver au chiffre 1, autrement dit, log2 de n. Maintenant, les choses diffèrent grandement entre ces deux algorithmes. Dans l'algorithme de recherche dichotomique, l'algorithme choisit à chaque fois la partie de la liste qu'il va continuer à explorer. Ici, l'algorithme de tri par fusion entreprend à chaque fois de trier les deux parties de la liste. Le nombre d'opérations à effectuer est donc naturellement plus grand. Plus spécifiquement, ce sont des opérations de fusion de listes qui coûtent ici. Nous allons voir que le nombre d'opérations effectuées pour une fusion de deux listes correspond au nombre total d'éléments à fusionner. Ceci implique que de l'ordre de n opérations sont nécessaires à chaque niveau, ici et là. Vu qu'à chaque niveau, il y a au total n éléments à fusionner à chaque fois. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4 éléments à fusionner, et au niveau du dessous, vous avez aussi 1, 2, 3, 4 éléments à fusionner. Finalement, en multipliant le nombre de niveaux par le nombre d'opérations effectuées à chaque niveau, on trouve que la complexité temporelle de l'algorithme du tri par fusion est un grand θ de n log2 de n. Pour des listes de grande taille, cet algorithme est donc clairement plus efficace que l'algorithme de tri par insertion vu précédemment, dont on rappelle que la complexité était un grand θ de n carré. De plus, on peut montrer que la complexité temporelle de l'algorithme de tri par fusion est optimale. Il est impossible de faire mieux que ça. Toujours pour des listes de grande taille, bien sûr. Ouvrons maintenant la boîte noire de l'algorithme de fusion. Pour fusionner deux listes ordonnées, le principe est simple et s'apparente à celui de la fermeture éclair, qui permet de réunir les deux pans d'un habit. Voyons ce que ça donne avec un jeu de cartes. Pour fusionner deux tas ordonnés, on procède ainsi. On commence par regarder au sommet de chaque tas et on choisit la plus petite des deux cartes, ici le 2. Puis, on regarde de nouveau au sommet de chaque tas et on cherche la plus petite des deux cartes, ici c'est le 3. Et ainsi de suite. On prend ici le 4, puis le 5, puis le 6, puis le 7, puis le 8, finalement le 9, et finalement le 10. Au bout du compte, on se retrouve avec un seul tas ordonné. Notez qu'il est important que les deux tas de départ soient ordonnés pour que le résultat de la fusion soit également un tas ordonné. Je vous laisse vérifier par vous-même que l'algorithme de tri-fusion respecte à chaque fois cette condition. Formellement, l'algorithme de fusion peut s'écrire ainsi. Sans rentrer trop dans les détails de celui-ci, on voit qu'il est composé pour l'essentiel d'une boucle conditionnelle, ici à gauche, qui, à partir des deux listes en entrée L1 et L2, crée une nouvelle liste L, en effectuant à chaque fois un test pour savoir quel élément ajouter à la nouvelle liste. Vous avez donc devant vous une version itérative de l'algorithme, mais notez qu'il est également possible, et c'est un exercice intéressant, d'en écrire une version récursive. En analysant cet algorithme,
on voit que le nombre d'opérations effectuées par l'algorithme est de l'ordre de M1 plus M2, c'est-à-dire du nombre total d'éléments à fusionner. Ceci confirme donc ce qui a été dit avant pour établir la complexité temporelle de l'algorithme de tri par fusion. Pour conclure, nous voyons ici encore une fois que l'usage de la récursivité permet une résolution très efficace d'un problème. Dans les prochaines vidéos, vous découvrirez encore d'autres exemples qui permettront d'explorer d'autres facettes de la récursivité.